Alors avant de commencer, je voulais vous dire que des abonnés m'ont écrit comme quoi YouTube les avait désabonnés. Alors c'est pas la première fois, c'est la énième fois que cela arrive. Alors évidemment, je suis pas le seul à subir cela, mais s'il vous plaît, vérifiez vos abonnements, vérifiez que vous êtes toujours abonné, parce que YouTube me cible particulièrement et désabonne mes abonnés. Heureusement que certains m'écrivent pour me prévenir afin que je le sache. Mais en tous les cas, ça explique pourquoi j'ai des baisses d'abonnés. Là, je viens d'en perdre 8 là, comme ça, en quelques heures. Donc, vérifiez s'il vous plaît. Merci à vous. Bonjour à vous. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Ça me permet de connaître votre opinion et d'être plus visible sur les algorithmes. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Donc là, cette vidéo, c'est le conflit Israël-Palestine ou conflit israélo-palestinien, comme vous voudrez, avec les dernières nouvelles que j'ai pu avoir et aussi la preuve quant à qui a bombardé l'hôpital à Gaza. Alors j'ai mené mon enquête, ça a été long et fastidieux, mais j'ai pu trouver toutes les preuves qui me semblent, on va dire, honnêtes pour pouvoir avoir une opinion, on va dire, fondée, argumentée. Voilà, donc vous allez voir tout ça. Bon, on va commencer tout d'abord par les nouvelles. Alors, j'aimerais commencer par Anthony Blinken parce que j'ai appris hier qu'en fait Anthony Blinken, quand il a vu MBS, donc Mohamed Ben Salman, c'est-à-dire le prince couronné d'Arabie Saoudite, eh bien MBS a fait attendre pendant des heures et pendant la nuit Anthony Blinken avant de le recevoir. Alors ce qui s'est passé, c'est que Anthony Blinken, donc le ministre des Affaires étrangères américain, eh bien a attendu des heures pendant la nuit et au final MBS ne l'a pas reçu. Il ne l'a vu que bien plus tard. Donc Anthony Blinken a quand même pu voir MBS pour bon, bah, lui dire ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire rien du tout, voire rien du tout d'intéressant pour MBS. Donc Anthony Blinken est retourné aux États-Unis, totalement humilié évidemment. Alors comme Anthony Blinken représente les États-Unis, vous vous imaginez l'humiliation des États-Unis, un camouflet absolument gigantesque, en fait, jamais vu. Dans l'histoire des États-Unis, ça ne s'est jamais vu. Comme Joe Biden, un président des États-Unis qui vient au Moyen-Orient et dont trois leaders arabes refusent de le voir, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Il ne faut pas oublier que Joe Biden a pu voir Benjamin Netanyahou, mais il n'a pas pu voir les leaders qu'il était censé voir, c'est-à-dire le leader de Jordanie, de Palestine et d'Égypte. Ils ont refusé de le voir. Imaginez-vous le camouflet, mais ça ne s'est jamais vu en diplomatie mondiale depuis que l'histoire existe. Pour les États-Unis, j'entends. Donc c'est absolument incroyable. Et ensuite, bon, bah, l'histoire d'Anthony Blinken avec MBS. MBS qui avait reçu précédemment le ministre des Affaires étrangères iranien et où ça s'était très bien passé. La réunion a été cordiale. Imaginez-vous le changement, ce rapprochement cordial entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui est maintenant confirmé est incroyable. C'est absolument incroyable. Tout comme la Syrie, hein, pour information, la Syrie et l'Arabie saoudite ont maintenant des relations cordiales. C'est absolument étonnant. Bon, alors évidemment, cette cordialité affichée, tout du moins, après, est-elle réelle, je ne sais pas, mais cette cordialité affichée, faut pas oublier qu'il y a la Chine et la Russie derrière, hein, puisque la Chine a permis le rapprochement Iran-Arabie Saoudite et c'est la Russie qui a permis le rapprochement Syrie et la Ligue arabe, c'est-à-dire des bonnes relations avec le reste des pays arabes, dont l'Arabie Saoudite. Ça, c'est le travail de Monsieur Lavrov.
qui a porté ses fruits. Nous l'oublions pas. C'est reconnu à l'international, hein. Il y a un consensus, hein. Nul ne dispute les qualités exceptionnelles de Monsieur Lavrov quant à la Syrie par rapport au monde arabe, hein, bien sûr. Bon, bref, il y a les BRICS derrière qui poussent à cette bonne relation et le bon vouloir de MBS, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, bien sûr, et du Royaume d'Oman, qui font que ça se passe bien. Bon, il y a la bonne volonté derrière, et puis il y a les BRICS derrière, ne l'oublions pas. Il y a d'énormes pressions, on va dire, pétrolières et gazières, parce qu'évidemment, les affaires priment avant tout. Donc, en fait, il n'y a pas que le côté la Palestine, ou le côté moral, le côté nous, les Arabes, on se soutient. Il n'y a pas que ça. Il y a évidemment le gaz et le pétrole qui influent énormément là-dedans. Mais bon, revenons aux États-Unis, donc énorme camouflet. Mais bon, il y a quand même ce qu'il se passe en Palestine, c'est-à-dire à Gaza. Parce que quand même, il faut revenir à ce que j'aimerais vous montrer, c'est-à-dire la preuve, et peut-être même les preuves qui font qu'on connaît le coupable quant au bombardement de l'hôpital de Gaza. Et oui, donc j'ai mené mon enquête, longue et fastidieuse, mais elle a payé, surtout quand je suis tombé sur la preuve. Il y avait quelques petits éléments, on va dire, qui permettaient déjà d'avoir une très bonne idée, mais j'ai eu enfin la preuve. Donc je vais vous montrer tout ça. Et pour finir, concernant les dernières nouvelles, il y aurait 4651 morts dans la bande de Gaza d'après le Hamas, mais d'après les ONG sur place et l'OMS, il y aurait beaucoup plus de morts. Donc il précise que ce chiffre est certainement très sous-estimé, car il y a tous les gens gravement blessés qui sont sous les décombres et qui vont mourir, ceux qui sont morts mais toujours sous les décombres, évidemment qui ne peuvent pas être encore pour l'instant décomptés, et les autres personnes disparues ou ceux qui sont morts faute de médicaments ou d'eau ou de nourriture qui sont chez eux mais qui n'ont pas encore été découverts. Bref, d'après les instances humanitaires internationales, le chiffre du Hamas est très sous-estimé. D'où la panique un petit peu des services humanitaires dans la bande de Gaza, parce que évidemment la surprise pourrait être en fait très grande quant au nombre réel de morts suite au bombardement israélien. Bref, autre nouvelle, donc le Hamas aurait eu en fait 203 otages exactement. Suite à la discussion de Joe Biden avec l'émir du Qatar, il a pu obtenir la libération de deux otages américains, en fait deux américaines très exactement. Donc Joe Biden a pu obtenir au moins cela. Ça veut dire que le Hamas retient encore 201 otages. Ce qui fait que bon, les forces armées israéliennes, Tsahal, retiennent leurs bras pour l'instant. Ils n'ont toujours pas pénétré dans la bande de Gaza. Par contre, ils ont intensifié leur bombardement dans la bande de Gaza. Alors déjà que c'était entre guillemets inacceptable pour les instances internationales, ils ont quand même intensifié leur bombardement. Alors je ne sais pas comment le monde arabe va prendre ça prochainement, mais ça va aggraver la situation, bien évidemment. Alors moi, les informations que j'ai eues qui ne sont pas du tout officielles, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais d'après certains Palestiniens, eh bien, les bombardements de l'armée israélienne se sont intensifiés surtout pour faire un couloir permettant l'entrée de Tzal dans la bande de Gaza de manière plus ou moins sécurisée. Donc en gros, ils bombardent un couloir de maisons et d'immeubles afin que Tzal puisse pénétrer sans trop être ennuyé. Et donc ça veut dire que Tzal ne bombarde pas là où il y a des commandants
du Hamas ou etc. Alors moi, je suis très très sceptique quant au bombardement d'Israël sur soi-disant un immeuble où il y aurait un chef du Hamas, etc. Alors je suis extrêmement sceptique parce que moi, j'ai pas arrêté d'entendre dans les journaux occidentaux et sur les plateaux télé que bien évidemment, tous les chefs du Hamas sont au Qatar. Voilà, tous les grands chefs sont au Qatar. Donc éventuellement, même si Tsahal avait de l'information comme quoi il y aura un chef du Hamas dans un immeuble, ça peut être qu'un sous-chef, quelqu'un d'insignifiant. Puisque sur les plateaux télé, on nous dit de manière catégorique et évidente que bien évidemment les grands chefs du Hamas sont au Qatar, bien à l'abri. Alors, je sais pas moi. Et comment Tsahal peut avoir ces informations soudainement? Tous ces bombardements, je vous rappelle qu'il y a environ 3 4 jours, on disait que Israël avait déjà envoyé 6 000 bombes sur Gaza. Et ça, c'était il y a 3 4 jours. Et là, on nous dit, quoi, Tsahal, le ministre de la Défense israélien, nous dit qu'il a intensifié ces bombardements. Alors tout d'un coup, ils ont un déluge d'informations sur où sont exactement les chefs du Hamas. Comment ils savent cela? Comment? Alors, ils n'arrivent pas à voir une armée entière, des drones, des bulldozers qui arrivent, qui détruisent leurs frontières. Ils n'arrivent pas à voir une armée entière du Hamas qui pénètre dans Israël, puisque je rappelle qu'il y a eu environ 1500 terroristes du Hamas, entre guillemets, qui ont pénétré dans Israël. Ça, ils n'ont pas réussi à le voir. Par contre, ils ont des informations exactes où sont placés dans quel immeuble des chefs du Hamas. J'avoue, je suis extrêmement sceptique. Alors, bien évidemment, la thèse des Palestiniens qui disent que les Israéliens ont intensifié leur bombardement dans la bande de Gaza afin de faire un couloir de sécurité pour que Tzal puisse entrer de manière plus ou moins sécurisée dans la bande de Gaza, me semble beaucoup plus, on va dire, légitime, beaucoup plus cohérente comme affirmation. Et bien sûr, il y aurait eu une vingtaine de camions humanitaires qui auraient pu pénétrer dans la bande de Gaza venant d'Égypte. Voilà, bon, alors évidemment, c'est un chiffre de camions humanitaires totalement ridicule. Moi, j'ai entendu sur France Info, par une ONG sur place qui est dans la bande de Gaza, qu'avant la guerre, il y avait environ entre 200 et 250 camions qui venaient tous les jours dans la bande de Gaza en venant d'Égypte. Donc là, le fait qu'il y en ait une vingtaine, c'est totalement dérisoire. Bon, faut espérer plus tard qu'il y en ait au minimum une centaine qui arrivent par jour. Voilà. Enfin voilà, donc ça c'était les dernières nouvelles concernant la bande de Gaza. Alors on va commencer par le site de l'ONU, donc ça fait partie encore des nouvelles. Que dit l'ONU? Crise Israël-Gaza, les États-Unis opposent leur veto à la résolution du Conseil de sécurité. Alors pour information, le Conseil de sécurité est composé de 15 membres. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il s'est passé quand même des nouvelles, puisqu'on est toujours dans les nouvelles. Donc en fait, quand il y a eu le conflit qui a démarré récemment, suite à l'attaque du Hamas, et bien peu de temps après, la Russie a proposé une résolution pour un cessez-le-feu, que tout s'arrête afin que les convois humanitaires puissent passer. La résolution a été rejetée, principalement par les États-Unis. Étonnamment, le Royaume-Uni s'est abstenu mais n'avait pas voté contre. Mais bon, peu importe, la résolution de la Russie a été rejetée. Immédiatement après, et je dis bien immédiatement après, le Brésil a proposé sa résolution, qui reprenait en gros ce que disait la Russie, on va dire presque à l'identique. Et bon, bah, comme c'était le Brésil, il y a plus de monde qu'on voté pour,
mais toujours, évidemment, ça a été rejeté par les États-Unis et par le Royaume-Uni. Voilà. Il y a évidemment là tous les pays de l'Occident qui ont voté contre, hein, Japon, France, Allemagne, etc. Ils ont voté contre, bien entendu, et la plupart des pays ont voté pour. Mais bon, bref, c'est surtout les États-Unis qui a encore une fois posé son veto. La résolution du Brésil, bah, comme je vous ai dit qu'elle était quasiment identique à celle des Russes, eh bien, ça veut dire qu'elle a été rejetée. Et bon, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais la Russie a quand même fait une déclaration importante. Donc là, je vous le lis. L'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a déclaré aux ambassadeurs du Conseil que le temps des métaphores diplomatiques est révolu depuis longtemps. Quiconque n'a pas soutenu le projet de résolution russe sur cette question porte la responsabilité de ce qui se passe, a-t-il déclaré. Le projet actuel ne contient aucun appel clair à un cessez-le-feu et ne contribuera pas à mettre fin à l'effusion de sang. Il a déclaré que les amendements de la Russie proposaient d'appeler à mettre fin aux attaques aveugles contre les civils et les infrastructures à Gaza et de condamner l'imposition du blocus sur l'enclave, et en ajoutant un nouveau point pour un appel à un cessez-le-feu humanitaire. Si ces éléments ne sont pas inclus dans le projet actuel, cela ne contribuera pas à la résoudre la situation humaine à Gaza et à polariser les positions de la communauté internationale, a-t-il déclaré. Voilà, bon, ça c'était la position de la Russie. Les États-Unis ont dit, alors oui, on s'oppose à l'aide humanitaire parce que, eh bien, dans les résolutions de la Russie et du Brésil, il n'y a pas le droit à se défendre d'Israël et il n'y a pas la reconnaissance du fait que Hamas soit vu comme une entité terroriste. Et comme il n'y a pas ces deux choses-là, nous, on ne peut pas voter une résolution quant à l'aide humanitaire pour Gaza. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça fait hurler le monde entier, et c'est pour ça aussi que le monde arabe maintenant est totalement contre les États-Unis, puisque bah, évidemment, comme c'est dans le titre, c'est quand même les États-Unis bah, qui ont leur mot à dire à l'ONU et qui opposent leur veto. Voilà. Donc évidemment, c'est terrible pour les habitants de Gaza, parce que juste parce que il n'y a pas dans les résolutions que Israël a le droit de se défendre et que le Hamas est une organisation terroriste, juste pour ça, ils refusent un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Alors là, sans transition, je vais vous montrer un gros site d'information indien, international, en anglais, qui est First Post, qui vous présente très bien la situation concernant l'hôpital de Gaza et même quelques autres petites informations annexes. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant et ça vous donne un point de vue qui n'est pas occidental pour une fois. It's day 12 of the Israel-Hamas war, and the news keeps getting worse. Last night, a hospital was bombed in Gaza. Let me repeat that. A hospital was bombed. A building with innocent patients and doctors. More than 500 of them were killed, and the pictures are terrifying. You can see dead bodies strewn around, children and patients being pulled out from the rubble, and blood splattered over the debris. It's a crime that cannot be forgiven. But the question is, who did it? The answer depends on who you ask. Hamas and the Arab world are blaming Israel, but Israel says it was a Palestinian rocket strike gone wrong. Listen to this. On the morning of the second day, the head of hospital, Dr. Maher Ayad, received a phone call from the Israeli army to tell him that we warned you yesterday by firing 2 strikes. He told the head of the hospital, "We warned you yesterday with 2 strikes. Why didn't you evacuate the hospital until now?" I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the El Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit.
It's a classic blame game. But let's look at the facts available. The hospital was located in the heart of Gaza City. It's the oldest one in Gaza. It used to treat around 45,000 patients every year. Was it a military target? Absolutely not. But in the past, Israel has struck medical centers. We have numbers from the World Health Organization. They claim Israel has carried out 51 attacks on Gazan healthcare centers, 51 attacks in 12 days. Around 15 medics have been killed. So it's not unprecedented. Plus, the scale of the attack raises questions. Israel is blaming it on the Islamic Jihad. It's a terror group based in Gaza. But does this group have the firepower to carry out such an attack, to cause such damage, to flatten an entire hospital? According to some experts, it doesn't. But we know that Israel does. Now let's look at the other side. The Israeli Defense Force has released a comprehensive clarification. They have 3 claims. 1, Israel was not carrying out attacks in that area when the hospital was bombed. 2, they detected Islamic Jihad rockets at the same time as the hospital bombing. And 3, some communications that allegedly show Islamic Jihad talking about a misfire. That is Israel's defense. But have they provided any evidence for it? They have posted the video of a rocket strike. It's supposed to show a misfire. They've also released an audio conversation of Islamic Jihad terrorists. They're heard talking about a strike gone wrong. Now, I must tell you this. These have not been independently verified. Military experts have questioned their authenticity, but the Americans seem satisfied. Joe Biden blamed Palestinian groups for the attack. He said that Israel's claim was backed up by Pentagon data. But remember, the US is Israel's ally. So we'll have to wait for an independent investigation, because in conflict, you can never be sure. Israel has a history of attacking hospitals, and the other side has a history of rocket misfires. So it's too early to draw conclusions. And some leaders realize this. Others have been quick to place blame. Listen to all the responses. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. What happened tonight is a huge tragedy and an ugly massacre that cannot be tolerated or allowed to pass without accountability. Tonight, Israel struck Al-Ahli Hospital in Gaza City. I call on all the people of the Arab and Islamic nations to go out now condemning this massacre, this brutality, these crimes. Go out in all the capitals, in all cities. Raise your voices for this enemy to stop. There is no excuse for hitting a hospital full of civilians. All facts need to be established, and those responsible must be held accountable. Hundreds of dead and hundreds of wounded. This is, of course, a catastrophe. In one place, especially in a humanitarian place. And I really hope that this will be a signal that it is necessary to end this conflict as quickly as possible. The Indian Prime Minister has also reacted. He expressed shock at the hospital attack. He also said civilian casualties are a serious and continuing concern, and that those involved should be held responsible. Now, this statement is very important. It shows that India's support also has red lines, namely civilian casualties. And it's not just India. Every country is worried about this trend. Israel has continued its air operations in Gaza. The death toll there has crossed 3,000. The complete siege also continues, meaning no water, no power, no food. This week, the US claimed that an agreement was reached on aid deliveries. Dozens of trucks were seen heading to Rafah. That's the crossing between Egypt and Gaza. But 24 hours later, they are still there. Those trucks are still there, stuck and waiting for permission. Over in northern Gaza, time is running out. Israel had asked residents to evacuate, but most of them simply can't. Northern Gaza had a population of 1.1 million people. Out of this, 400,000 have fled, 4 lakh people, they fled. Which means 700,000 people are still trapped in northern Gaza. They're sitting ducks if Israel invades. Yesterday's attack was an example of that, of the risk of staying in northern Gaza. Just one problem though, there is nowhere to go. Down south, resources are running out. Hospitals and shelters are packed beyond capacity, and Egypt says they won't take any refugees.
The idea of displacement of Palestinians from the Gaza Strip to Egypt simply means that a similar situation will occur by the displacement of Palestinians from the West Bank to Jordan. This means that the idea of a Palestinian state that we are discussing and that the international community is discussing will no longer be possible. I know all this must sound a bit repetitive. The airstrikes, the looming invasion, especially the looming invasion. We've been talking about it since day one. But put yourself in the shoes of these people. Imagine their fear. Imagine how nerve-wracking it must be. Just sitting there waiting for a deadly invasion. They did not ask for any of this. It was Hamas that decided to poke Israel, to attack Israel. They knew the consequences, but they did it anyway. Donc là, maintenant, on va commencer à entrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire l'hôpital de Gaza. Mais avant, je vais vous montrer un reportage d'Euronews concernant l'armée israélienne. Et ça a été repris d'un reportage fait en Israël qui s'appelle Breaking the Silence. Je vous laisse voir ça. La vérité se fait peu à peu sur l'offensive israélienne sur la bande de Gaza l'été dernier. Une enquête vient d'être publiée par une ONG, Break the Silence, et elle met en lumière les pratiques volontairement meurtrières de l'armée lors de cette opération. Le texte est étayé du témoignage anonyme de plus de 60 officiers. Il y a une technique qui consistait à envoyer des milliers d'obus sur des zones densément peuplées pour préparer l'entrée des soldats dans ces quartiers. Une fois distribués des avertissements prévenant les civils qu'ils devaient fuir, il n'y avait plus de raison de faire la distinction entre civils et militants. Once we dropped pamphlets warning the civilians there that they have to escape, then from that point on, there was no need to distinguish between civilians and militants. Raser des quartiers entiers pour prendre le moins de risques possible, considérer quiconque se trouvant face aux militaires comme une cible, les témoignages du rapport de Break the Silence sont édifiants et mettent en évidence la volonté d'Israël de destruction systématique plutôt que de recherche et d'élimination d'éléments terroristes. Ce petit reportage d'Euronews que vous venez de voir et qui reprend un documentaire israélien qui s'appelle Breaking the Silence sur, on va dire, les actes cachés de l'armée israélienne, vous notez que ça correspond parfaitement à ce que vous venez de voir par l'intermédiaire du grand média indien international First Post. First Post, qu'on vient de voir précédemment, montrait un responsable de l'hôpital qui a été bombardé, qui disait que 2 jours auparavant, il avait reçu un coup de téléphone de l'armée israélienne qui lui disait que son hôpital allait être bombardé et qu'il devait évacuer son hôpital. Ça, c'est étonnant, on ne le voit pas dans les médias occidentaux. On le voit ça dans un média indien. Et là, maintenant, là, ce reportage d'Euronews confirme la méthode israélienne, donc ils préviennent quand même avant, dégager les lieux, ensuite on va bombarder. Voilà, j'ai trouvé que c'était un élément quand même assez édifiant. On va continuer. Alors là, je vais vous montrer un extrait du journal The Grey Zone. The Grey Zone est un des plus grands journaux d'information dissidente dans le monde entier. Bon, il est basé aux États-Unis, il est tenu par ce grand journaliste qui s'appelle Max Blumenthal, qui est juif en plus. Et donc ce Max Blumenthal était passé à l'ONU il y a peu de temps. Je vous ai montré une vidéo de son intervention à l'ONU, donc devant le monde entier. Et là, dans sa vidéo qu'on ne va pas regarder dans son entièreté parce que c'est trop long, mais juste les passages, le passage le plus intéressant, qui vous montre quand même toute la mascarade qui est en train de monter le ministre de l'armée israélienne. Donc là, vous allez voir ça. Donc là, il y a Max Blumenthal qui explique que le ministère des Affaires étrangères a partagé donc un tweet où il montre une vidéo qui prouve que le Hamas a bien bombardé l'hôpital. Mais on va avoir un petit problème, c'est qu'il y a des personnes sur Twitter, X maintenant, qui ont vu que ce ministère avait retweeté, mais sans la vidéo. Alors pourquoi ils avaient retweeté
le message comme quoi c'est bien le Hamas qui avait attaqué l'hôpital de Gaza, mais cette fois sans la vidéo, c'est parce qu'il se trouve que la vidéo ne correspond pas à ce qu'il disait dans le tweet, parce que dans la vidéo, c'est marqué que il y a une attaque faite à minuit 13. Là, vous voyez la vidéo minuit 13, mais d'après le tweet, l'attaque s'est faite à 20h. 20h, minuit 13. Donc, il y a un problème. Alors, la vidéo, elle a été modifiée, comme Max Blumenthal le montre ici, mais cette fois, ils avaient retiré la vidéo parce qu'ils passaient pour des imbéciles en laissant cette vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. C'est pour vous montrer la mascarade, les gesticulations mal préparées d'Israël pour essayer de camoufler ses erreurs, hein. Encore une fois, n'oublions pas ce qu'avait diffusé le journal indien First Post. Donc bref, tout ça n'est pas cohérent et montre qu'ils essayent de se débattre dans une propagande pour essayer de limiter les dégâts de leur bévue, parce que c'est une bévue énorme côté israélien. Mais en tous les cas, il y a des gens vigilants comme The Grey Zone et Max Blumenthal qui montrent aux gens toute leur mascarade. Alors là, on arrive au gros de l'affaire, c'est-à-dire la preuve massue, comme quoi c'est bien Israël qui a bombardé l'hôpital de Gaza. Et ça vient d'une énorme bévue d'un certain Hanania Naftali, qui est le responsable de la propagande numérique d'Israël. Et lui, il a fait une énorme bévue. Alors, je vais vous lire ce que dit le grand journal d'information dissidente, Le Média. Quand Hanania Naftali, proche de Netanyahou, a avoué sur Twitter qu'Israël avait bombardé l'hôpital Baptiste à Gaza. 18 octobre, mardi soir, Hanania Naftali, ancien membre de l'équipe de communication du Premier ministre Netanyahou, a évoqué une frappe israélienne sur l'hôpital Baptiste à Gaza. Il justifiait cette action par la nécessité de neutraliser des terroristes réfugiés dans un hôpital. Voici la traduction du tweet. L'armée de l'air israélienne a frappé une base terroriste du Hamas à l'intérieur d'un hôpital à Gaza. Un grand nombre de terroristes sont morts. Il est déchirant que le Hamas lance des roquettes depuis des hôpitaux, des mosquées, des écoles et utilise des civils comme boucliers humains. Là, ce que je viens de dire, c'est la traduction de son tweet. Ça, c'est le tweet original. Voilà, de cette personne. Voilà. Cependant, Hanania Naftali a finalement effacé son tweet, le remplaçant par la version officielle de l'armée israélienne qui dément toute frappe, malgré les affirmations des autorités israéliennes qui assurent ne jamais prendre pour cible des infrastructures de santé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a recensé lundi 111 infrastructures médicales visées, 12 cadres soignants tués et 60 ambulances visées. Alors les 12 membres de l'OMS tués, ça je l'avais entendu sur France Info, parce que j'écoute la radio. En outre, le 11 octobre 2023, Jennifer Austin, directrice adjointe des affaires de l'UNRWA, organisme de l'ONU, à Gaza, a confirmé avec tristesse que 11 collègues de l'UNRWA ont été tués depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza. Parmi eux figuraient 5 enseignants dans les écoles de l'UNRWA, un gynécologue, un ingénieur, un conseiller psychologique et 3 membres du personnel de soutien. Certains ont été tués chez eux avec leurs familles. Par ailleurs, les écoles ne sont pas épargnées par ces attaques. Au moins 6 personnes ont été tuées lorsqu'une école de l'UNRWA située dans le camp de réfugiés d'Al-Maghazi a été touchée. De plus, 50 écoles à travers la bande de Gaza assiégée ont été endommagées en une semaine seulement, laissant des milliers de Palestiniens sans accès à l'éducation. Le bilan des morts suite au bombardement de l'hôpital
al-Ali dans la bande de Gaza le 17 octobre s'élève, c'est selon le Hamas, à 471 personnes et plus de 340 ont été blessés. C'est ce qu'a rapporté le ministère de la Santé. Alors le ministère de la Santé palestinien, à la suite de l'attaque la plus importante et la plus brutale menée par le régime criminel d'occupation israélien contre l'hôpital, 471 personnes ont été tuées, 28 victimes sont toujours dans un état critique et 314 sont blessés. Voilà. Donc là déjà la preuve, on l'a. On a la preuve. Bon, maintenant on va aller un petit peu plus dans le détail. Là on prend PolitiFact, qui est un petit peu comme le média. Donc explication d'un message X, donc c'est Twitter, supprimé qui disait qu'Israël est responsable de l'hôpital de l'attaque de l'hôpital sur Gaza. Donc là c'est si votre temps est court. Oui, il est court, donc on va lire ça. Donc Hanania Naftali, un influenceur pro-israélien sur les réseaux sociaux. Ah oui, la traduction est mauvaise parce que c'est en anglais à la base. Voilà, donc tout est au féminin. Bon, bref, c'est le propagandiste d'Israël militaire, numérique, en réalité. Voilà, donc il a supprimé son message. Dans un article de suivi, Naftali a déclaré avoir partagé des informations incorrectes basées sur un titre de Reuters, le grand journal international, faisant référence à une frappe aérienne israélienne. Ce titre et d'autres ont changé par la suite à mesure que de plus amples informations sur les explosions sont apparues. Israël nie toute responsabilité dans l'explosion, attribuant un raté de tir à une roquette du groupe le Hamas. Voilà. Les États-Unis ont déclaré le 18 octobre que leur évaluation montrait qu'Israël n'était pas responsable. Alors, vous voyez ce Naftali, il dit qu'il a fait sa déclaration suite à un titre de Reuters, donc déjà le grand journal international. Donc le gars, il s'enfonce à mesure qu'il parle. Donc, parce qu'il a vu que Reuters, qui sont le top au niveau journal d'information internationale, Reuters, ça fait partie du top du top. Bon, bref, Reuters International avait dit que c'était l'armée israélienne qui avait bombardé l'hôpital. Naftali reprend, selon ses dires, mais déjà il a balancé Reuters. Donc vous voyez le truc. Bon, sachant que ça c'est son excuse. Alors évidemment, oui, Reuters a effectivement publié un article qui a été immédiatement retiré, mais bien évidemment ce Naftali, proche de Netanyahou, propagandiste officiel du numérique de l'État israélien, bien sûr qu'il était au courant. C'est pour ça qu'il a publié tout de suite son tweet, bien évidemment. Et là, on va sur X. Donc, alors là, on est vraiment dans le dur. Et là, on a donc le tweet de Naftali. Et que dit-il? Il dit, voilà, moi j'ai vu sur Reuters cet article, alors c'est pour ça que j'ai fait ça, mais je l'ai supprimé, voilà, parce que, en fait, voilà, je l'ai supprimé parce que j'ai fait une erreur, je suis désolé pour cette erreur, l'armée israélienne n'a pas bombardé les hôpitaux, je dis que Israël... je confirme qu'Israël ne cible que les bases du Hamas à Gaza. Bon, bref, évidemment. Là, il y a un gars sur Twitter qui dit « T'es un idiot » et il a repris le tweet effacé de Naftali et il l'a republié. Donc, le Naftali est grillé. Et là, on voit le fameux tweet qui dit que c'est bien l'armée israélienne qui a bombardé. Et ce tweet de Naftali, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il l'a publié immédiatement après la frappe d'Israël. Il s'est précipité. Donc quand il dit que c'est Reuters qui a publié ça, c'est possible, parce que Reuters, ils sont ultra rapides. Mais bon, en attendant, c'est quand même, voilà, ultra louche. Et là,
On a, bon, toujours dans le même suivi des tweets, on a les attaques. Bon, bah, voilà, il y a tout le monde s'est déchaîné, hein. Sur son compte Twitter, à Snaftali, les gens se sont déchaînés. Donc là, il y en a qui ont montré toutes les attaques d'Israël depuis quelque temps sur la bande de Gaza et sur la Cisjordanie. Voilà, donc là, on voit 15 personnels soignants tués, 24 hôpitaux ciblés. Voilà, du 7 au 15 octobre, 24 hôpitaux ciblés. Dans le journal First Post que je vous ai montré précédemment, eux, ils avaient enregistré 51 attaques sur des hôpitaux. 51 attaques, ils avaient enregistré le journal indien First Post, comme ça a été montré dans la vidéo. Donc, vous voyez, et il y en a qui ont repris, voilà, de l'OMS des données. Et là, il y en a un qui dit du 12 au 15 octobre, voilà, il y a eu 16 hôpitaux ciblés, il y a eu 29 morts. Et un autre qui montre voilà, que c'est pas la première fois, il montre l'historique, donc au 23 janvier 2021, donc attaque israélienne sur un hôpital pour enfants, sur une école dans la bande de Gaza. Là, c'est Amnesty International qui dit au 21 juillet 2014, donc attaque sur des bâtiments médicaux et des civils qui ajoutent des crimes de guerre. Voilà, donc vraiment ça s'ajoute. Et là, on a quoi? On a un journal qui disait au 20 mai 2021, ça c'était les nouvelles du Monde, donc voilà, sur Gaza, les attaques israéliennes de l'air tuent des docteurs et endommage des bâtiments de santé. Les bâtiments de santé, dans les écrits administratifs, en gros, c'est les hôpitaux, hein. Voilà. Donc tout ça pour vous démontrer quand même qu'il y a un historique, que c'est pas la première fois qu'Israël bombarde des hôpitaux. First Post le dit, là on a l'OMS qui le dit, on a d'autres ONG qui le disent. Bien sûr, c'est pas la première fois, et pas que les hôpitaux, on a aussi des écoles, etc. Donc c'est une habitude. Bref, là, Israël s'est fait complètement griller avec cet homme. Ils se sont fait complètement griller. Voilà, donc en plus, évidemment, ça a été repris par les grands journaux d'information dissidente. Donc voilà, ils sont complètement grillés. Là, on a la preuve que c'est bien Israël qui a bombardé l'hôpital de Gaza. Voilà, c'est la fin. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai pu réunir pas mal d'informations sur les exactions d'Israël sur la Palestine. Alors, comme on a pu le voir, ils ont un historique de destruction d'hôpitaux, d'écoles et de massacres de civils pour cibler des civils. Je vous ai montré un extrait du reportage Breaking the Silence qui a été repris par le grand journal Euronews. Je vous ai montré le journal First Post, un grand journal indien international en anglais, qui vous démontre tout cela. First Post ont remonté un petit peu plus loin dans le temps et ils ont dit dans la vidéo que 51 hôpitaux avaient été ciblés en plusieurs années par Tsahal. Donc vous voyez que c'est pas la première fois, et surtout évidemment retenez bien l'entretien du chef de l'hôpital qui a dit qu'il avait reçu un appel la veille par le ministère de la Défense israélien qui lui disait d'évacuer l'hôpital parce que l'hôpital allait être bombardé. Et enfin, feu d'artifice final avec ce fameux Naftali qui est le porte-parole de la propagande numérique de l'État israélien,
qui a fait une bévue monstrueuse en perdant patience et dans le feu de l'action, j'ai envie de vous dire, ou l'excitation du moment. Il a immédiatement publié un tweet peu après le bombardement de l'hôpital, qui soi-disant avait été repris par Reuters, selon ses dires. Donc Reuters ultra rapide, lui ultra rapide. Alors j'ai entendu dire qu'effectivement Reuters avait publié un article comme quoi c'était Israël qui avait bombardé effectivement l'hôpital. J'ai entendu dire, j'ai pas de preuves. En tous les cas, ce Naftali a fait une erreur gravissime, mais il y a aussi bien sûr le ministère des Affaires étrangères israélien qui avait publié un gros tweet qui explique que l'attaque a eu lieu vers 20h et il montrait une vidéo qui malheureusement montrait la date et avec l'heure exacte et c'était minuit 13. Donc ils ont retweeté mais sans la vidéo, donc leur erreur a duré, alors je sais pas, quelques minutes ou quelques heures. Ils ont essayé de rectifier le tir pour cacher leur erreur, mais c'était trop tard. Évidemment, il y a trop de gens qui regardent Twitter et ils ont enregistré. Max Blumenthal avait enregistré aussi de The Grey Zone. Bref, les preuves sont tellement nombreuses et tellement cohérentes et évidentes qu'inutile d'en rajouter. Mais la preuve massue, c'est quand même le tweet de Naftali. Ça a été la preuve massue. Bon allez, j'arrête là pour éviter d'être trop long. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, très important pour moi. Éventuellement un petit don, ça me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde sur Odyssée et Rumble. Merci encore à tous et toujours, soyez curieux.